Bonsoir à vous tous, vous qui allez peut-être m'écouter. J'aimerais commencer ce travail qui, j'espère, ne sera pas de courte durée. Il est évident que le plus difficile est de commencer et de tracer un cadre, mais cela est de, je le laisse, enfin, je vais essayer de faire mon possible pour que ce travail puisse avoir une continuité. En tout cas, donc, mon idée centrale est de travailler sur la notion de passerelle. Pourquoi la passerelle en tant que telle? Parce que c'est ce qui permet le passage, c'est ce qui assure le déplacement entre deux lieux différents, entre deux pôles opposés, entre deux rives. Donc la passerelle est ce qui permet la circulation, ce qui permet l'échange. La passerelle est nécessaire parce que certaines contraintes l'imposent. Autant elle est nécessaire dans un cadre spatial bien physique, elle est aussi nécessaire dans les conditions de nos existences actuelles qui fonctionnent un peu en termes d'opposition et de conflit. Instaurer des passerelles là où il manque des liens, des relais, etc., est quelque chose de fondamental. S'isoler, même si ça peut paraître légitime à certains moments, et quelque part est non productif et n'a pas de sens, puisque finalement nous avons besoin les uns des autres, nous avons toujours fonctionné les uns avec les autres depuis la proto-histoire, donc depuis les âges très reculés, l'âge du fer, l'âge du bronze, il y a eu des circulations donc pour des échanges, pour le silex, après pour le métal, évidemment que les échanges aussi pour les denrées précieuses, etc., etc. Donc j'ai choisi, donc vous l'avez devant vos yeux, cette image, évidemment une image seule, fixe d'un épi de maïs. Et il est évident que ce maïs n'est pas de France, il vient d'Afrique du Nord. Pour moi, et d'après mes petites intuitions, le maïs a été comment on dit, est arrivé d'Amérique latine et il a été, non pas adapté, mais je ne sais plus comment on dit. Donc, et il a été donc introduit en Afrique du Nord, après il a rayonné dans le monde entier. On trouve du maïs en Afrique, bien entendu, en Afrique subsaharienne, on trouve du maïs en Asie. C'est quelque chose de très courant, familier, on le cultive, on le consomme sans se poser de questions. Pourtant, son arrivée ne doit pas faire oublier qu'il a été le fruit d'une catastrophe majeure pour les pays de ce qu'on appelle actuellement l'Amérique latine. Ce continent a été envahi par une culture supérieure en termes de stratégie, en termes de capacité militaire et humaine. Donc, le maïs était une culture hautement valorisée, hautement chargée, même spirituellement. Et il se trouve que dans nos contrées, il n'a pas cette, comment dire, il n'est pas entouré de sa halo-là, de sacralité. Mais pourtant, ce fruit du soleil, par sa couleur, une belle couleur jaune, est un fruit qui est nécessaire et même pour certaines préparations, il est indispensable. Il est tellement intégré qu'on ne se pose plus la question sur son origine. Pourtant, il a été, donc voilà, le terme que je cherchais, donc c'était l'acclimatation. Mais c'est l'Amérique latine qu'il a vu naître, en tout cas donc les premiers, le maïs qui a été domestiqué, sa domestication
a eu lieu dans ce pays-là. Et après, il nous est arrivé déjà bien développé. Et contrairement aux céréales classiques, blé, etc., orge, qui ont vu leur domestication se faire au Proche-Orient, etc., etc. Donc nous avons là un fruit comme tant d'autres, un fruit des légumes aussi, qui nous vient d'une rencontre, d'un choc entre deux cultures, entre deux mondes. Nous pouvons nous arrêter sur cet événement, cette tragédie, mais nous pouvons aussi en déduire que c'était, comment dire, nous avons là une occasion de remercier ces peuples, et quelque part nous avons aussi l'occasion de nous penser comme une intégralité, comme une entité globale. Le monde et tout ce qu'il offre est à nous, est à tous. Et le seul élément qu'il faut retenir, c'est qu'il faut partager. Là où une ressource est disponible, là où une ressource a vu le jour, il n'est pas possible de vouloir en garder l'exclusivité. Il faut la partager avec les autres. Et il est évident que le partage est réciproque. Il n'y a pas de partage d'un côté, et puis certains utilisent le terme de pillage de ressources. Non, il faut partager. Il faut imaginer que ce qui est sur Terre, évidemment, peut nous donner l'impression de nous appartenir sur le moment, mais il n'est pas à nous. Il est à tous. Comme il est aussi, il appartient aussi aux autres êtres qui vivent sur cette planète et qui partagent les mêmes contingences que nous, qui ont des besoins aussi importants que les nôtres, et qui ont droit aussi à notre respect, à notre considération, et ont droit à vivre et à vivre convenablement. Tous les êtres ont droit de vivre sur cette planète-là. Fondamentalement, les êtres humains issus, par exemple, du même noyau familial, ont cette tendance à la dispersion. On cherche à se distinguer d'ailleurs physiquement. La ressemblance peut exister, mais elle peut ne pas être aussi flagrante qu'on peut le supposer. Et donc, cette tendance chez l'humain à vouloir se spécifier, à vouloir se distinguer, à vouloir s'isoler, à vouloir s'individualiser, et à certains moments nous conduit à d'abord avoir une vision de nous-mêmes qui est erronée, puisque à certains moments on croit qu'on a la vérité de notre côté, qu'on a un droit sur une terre ou sur une ressource ou sur quelque chose qui puisse avoir de la valeur. Nous devons nous déterminer en tant que genre humain et en tant qu'être vivant, et non pas en tant que peuple, en tant que civilisation, en tant que être de telle ou telle spécification. Une spécification physique auquel ne donne droit à rien, à aucune considération en particulier. Nous pouvons être de l'alliance de l'alliance couleur que nous voulons, que nous avons. Cela ne nous donne ni plus ni moins de considération. Nous avons pardon pour ce petit arrêt dû à une petite chose qu'il fallait faire sur l'ordinateur. Fondamentalement, nous avons par ailleurs, je soulève un autre problème donc il me vient à l'esprit,
je suis en face d'une machine, d'un outil qui s'appelle l'ordinateur, et utilisant un moyen, un moyen qui s'appelle l'Internet. Pourquoi je prends la parole? Et quelque part, en quoi suis-je légitime à prendre la parole plus qu'un autre, ou un autre, ou un autre? Nous avons tous droit à la parole. Et il est évident que notre parole doit être notre parole doit aussi doit être modérée, doit être quelque part convenable. Nous devons essayer d'élaborer des pensées, des visions, un raisonnement qui puisse convenir au maximum d'entre nous. Nous n'avons pas à développer une vision partielle des choses parce que cela fait partie de nos libertés. Nos libertés, certaines de nos libertés nous sont acquises, il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais notre dépendance les uns vis-à-vis des autres fait que nos revendications de liberté n'ont pas de sens. Nous avons besoin les uns des autres. Il n'y a qu'à voir l'utilisation de l'Internet et certaines... Et que cela signifie-t-il? Cela signifie que nous sommes encore plus qu'avant reliés à un maximum d'entre nous. Nous sommes reliés les uns aux autres. Nous en faisons une addiction. Nous avons une addiction les uns pour les autres. Et alors, donc, ce n'est pas à moi qui vais réduire les autres à quelque chose de tout à fait secondaire. Non, les autres sont indispensables. C'est pour ça que je fais cette adresse-là, que je fais ce monologue-là. Mais fondamentalement, je cherche à vous éteindre, vous qui allez peut-être m'écouter par-delà les distances. Paradoxalement, et ce n'est pas là le moindre des paradoxes que soulève l'Internet, paradoxalement, avec l'augmentation des moyens de communication, on constate aussi une réduction, un affaiblissement du lien social. Le lien social, ce qui nous réunit physiquement, c'est-à-dire les uns aux autres, s'affaiblit, devient quelque chose de délétère. Nous affirmons notre appartenance à un tout global tout en faisant le minimum concrètement pour apporter notre part à ce collectif. Le mot collectif d'ailleurs nous fait peur. Tout ce qui est collectif est par définition pour certains est coercitif. Le collectif ne peut qu'imposer des normes, des valeurs, des conduites, une morale, une vision de voir les choses. Bien entendu, nous avons besoin d'une certaine marge de manœuvre, une marge de liberté. Mais nous avons besoin aussi d'avoir des liens, d'avoir des affinités, d'avoir une vision commune. Il est évident que à ce stade-là, nos configurations politiques et nos configurations géographiques, etc., n'ont pas de sens, puisqu'ils continuent à véhiculer un discours qui insiste beaucoup par l'école et par un certain nombre d'autres moyens, à s'approprier, qui nous incite à se focaliser sur nos conquêtes, sur nos particularités, nos particularismes, qui fait de nous des êtres à appartenance des êtres nationaux. Alors qu'en fait, ces nations-là, il est évident, ce sont des constructions historiques, politiques, et ces constructions-là peuvent durer le temps qu'elles dureront, elles
elles sont dépassables, elles sont mortelles. Toutes les civilisations sont mortelles. Évidemment, beaucoup de gens la signent. Mais entre-temps, cela peut bien causer bien des ennuis à plein de gens. Les guerres, les accaparements, les jalousies, les rivalités autour des ressources naturelles. Si on considérait les ressources naturelles comme appartenant à l'humanité entière, et non pas à certains, je veux dire, qui peuvent se retrouver en minorité. Ils sont minoritaires et pourtant ils disposent de ressources énormes. Donc, il faut trouver un moyen de souligner, nous sommes des terriens, certains le disent aussi, le revendiquent, de souligner notre appartenance à la terre, notre appartenance à la race humaine, à l'espèce humaine, comme valeur première. Cette valeur-là transcende tout. Après, il est évident que toutes nos cultures, toutes nos croyances, nos credos, nos valeurs, etc., qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là, ne sont que des valeurs bien ponctuelles, bien circonscrites dans le temps et l'espace. Elles sont dépassables. D'ailleurs, tout ce qu'on a élaboré, nos croyances, nos credos, ce sont des élaborations qui ont pris un certain temps, des centaines d'années, des millénaires, etc. Nous sommes passés le relais. Nos légendes, nos mythes fondateurs, etc. Ce sont comme des relais qu'on se passe les uns aux autres. Voilà, vas-y que je te passe le mythe du déluge. Moi je le crée, l'autre se l'approprie, un autre vient se l'approprier, une fois un deuxième vient se l'approprier, un troisième, et pourquoi pas un quatrième. Et puis il y en a un autre qui va faire la synthèse, qui va apporter un petit élément bien à lui, mais qui va faire la synthèse de tout ce qui a été fait auparavant, et voilà, et dire que sa synthèse est la bonne, est la meilleure, est la définitive. Nous n'avons pas de synthèse définitive. Nous sommes des êtres en devenir. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vision bien fixe, parce que nous avons et nous aurons des défis à venir. Nous aurons à nous adapter à des conditions. Nos déplacements actuels, continuels, qui des fois prennent l'aspect de migration de masse, nos déplacements le prouvent. Nous ne pouvons pas nous déplacer avec notre vision issue d'un territoire. Nous allons dans un territoire avec notre vision issue d'un autre territoire. Et il est évident que nous aurions face à nous nous aurions face à nous des contradictions. Nous devrions assumer des contradictions. Certaines contradictions sont indépassables. Elles ne le sont qu'à partir du moment où on oublie l'origine, on évacue l'origine, ce qui a été à l'origine de la contradiction. L'idée globale qui devrait nous donner un sens, qui devrait nous relier les uns aux autres, c'est de s'imaginer comme un tout. On ne doit plus dire, tiens, il y a cela de minoritaire. Dans cette configuration-là, il n'y aurait plus de majoritaire ni de minoritaire. Il y aurait à élaborer une culture commune à tous, une manière de vivre, une manière d'être avec notre environnement, avec les ressources, etc. Nous avons besoin les uns des autres. Les aléas climatiques font que nous ne pouvons pas nous satisfaire de nos propres ressources. Nous pouvons nous retrouver en dépendance alors que la veille on était en excès. Nous pouvons nous retrouver en demande. Et la contradiction avec l'apparition d'ensembles transétatiques
même transcontinentaux, l'apparition de cela et en même temps la continuité, la continuation d'ensembles étatiques nationaux qui ne veulent pas céder de leur pouvoir, de leur autonomie. Et, et on a là l'émergence peut-être d'une nouvelle construction politique transnationale, transétatique, mais en même temps elle est ralentie parce que on voit par-ci par-là l'émergence de revendications territoriales, voilà, qui font que cela se ralentit, etc., qu'il y a des oppositions, qu'il y a des résistances, qu'il y a même des séparations, des pays se séparent les uns des autres, ou veut le faire en motif qu'ils pourraient s'épanouir, s'épanouir tous quelque part. C'est toutes ces tendances à toute cette résistance à vivre à une globalité, puisque la globalisation est un concept qui n'est pas spécialement très bien vu, donc à la globalité, toute cette résistance à la globalité se réfère au passé. Nous avons telle bataille que nous avons perdue, donc quelque part cette bataille-là qui fait le fondement de notre identité, c'est cette date-là, c'est cet événement-là, c'est ce référent-là. Nous insistons, certains d'entre nous en tout cas, insistent beaucoup sur ce qui différencie les autres, au lieu plutôt d'aller vers ce qui nous unit, en fait. Ce qui nous unit est largement plus important, et largement plus consistant. Et rationnellement, je suis des fois plus proche, je peux être plus proche de quelqu'un qui n'est pas a priori de ma culture d'origine, plutôt qu'avec quelqu'un. Je peux trouver des affinités partout. On a des affinités par-delà les uns et les autres, par-delà les continents, par-delà les langues, par-delà. Donc, s'il y avait une organisation comme ça, parcellaire, à un certain moment, ça pouvait se comprendre, parce que les distances, certaines spécificités géographiques, l'isolement, l'éloignement, les aléas de l'histoire, etc., les déplacements de population, etc., faisaient que on avait besoin, ou certains territoires se construisaient, s'instituaient comme autonomes, comme différents, comme à part des autres. Aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à un territoire propre. Nous ne cessons d'aller et de revenir du territoire de l'autre. Nous allons de notre territoire, ce que nous appelons notre territoire, parce qu'actuellement il n'y a pas d'autre choix. Il y a encore ce reliquat, cette histoire de ce qui est à moi et ce qui est à toi, puisque ça permet peut-être c'est peut-être encore nécessaire que même linguistiquement il y a un problème au niveau de la langue pour essayer d'enlever le nous qui est restrictif, le nous qui est spécifique, pour un nous plus collectif. Donc il faudrait, même au niveau de la linguistique, il faudrait formaliser quelque chose de différent, qui veut dire comme le genre neutre dans certaines langues, qui n'existe pas dans d'autres, inventer un terme qui lui permet de nous définir dans le collectif global et non plus l'avoir comme référence que le point de départ, l'origine, etc., etc. Donc nous
nous avons à travailler. Donc l'idée, c'est le travail, la volonté, l'envie de dépasser. La passerelle est un exemple sympathique parce que c'est quelque chose qui évidemment peut être rompu, une passerelle peut être coupée, mais celui qui coupe, il s'isole aussi. Donc quelque part, c'est la passerelle parce que nous devons d'abord créer des passerelles avant de créer des jonctions permanentes. Nous avons, la passerelle peut être une étape provisoire avant l'émergence de quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus unitaire, beaucoup plus proche, beaucoup plus inclusif. Et voilà. Donc, moi, je m'adresse à vous aujourd'hui en français. Ce n'est pas ma langue d'origine, c'est une langue qui est devenue mienne. On peut dire que c'est une langue d'emprunt, mais c'est aussi ma langue. Évidemment, il reste des traces d'intonation, etc., de ma langue maternelle de départ. Je m'adresse à vous d'un point géographique bien précis. Je suis quelque part empêché de me déplacer, d'aller vers les gens. Par ce biais-là, par cette sorte de discours, cette logorée-là, j'essaie d'abord de démontrer qu'on n'est pas prisonnier de sa langue d'origine, que quelque part on peut s'exprimer dans une langue secondaire, on n'en tire aucun sentiment particulier, si ce n'est je m'exprime dans cette langue parce que c'est une création humaine, parce que cela m'est accessible, parce que je suis un être humain, et c'est mon droit, mais c'est aussi quelque chose ce n'est point un devoir, c'est un droit. C'est un droit, j'ai le droit de me considérer comme détenteur d'une langue ou d'une manière de vivre, etc. Parce que, pourquoi pas? Je n'ai pas à être exclu, à être mis de côté, à être considéré comme deuxième de quelque chose. Je suis premier dans cette langue, c'est une langue qui est mienne, je rêve dans cette langue, je m'exprime, j'aime, je déteste aussi dans cette langue. Vous qui peut-être m'écoutez, je peux dire que, arrivé à un certain âge, certaines choses apparaissent moins importantes, moins pressantes, moins déterminantes. C'est quelque part comme l'être humain qui prépare sa dernière couche. Il y a une envie de laisser quelque chose, même quelque chose de mal formulé, de pas très clair, qui peut paraître pas assez clair, pas assez pensé, pas assez réfléchi, pas assez pesé, mais les civilisations humaines se sont faites par couches. Beaucoup ont contribué, beaucoup d'anonymes ont contribué. De toute façon, même les célèbres, cela ne change rien, qu'on les reconnaisse ou qu'on ne les reconnaisse pas. Ils ont disparu, ils sont morts, donc quelque part ça ne leur fait rien. Nous avons peut-être un devoir de reconnaissance, un devoir de mémoire, mais ce n'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est d'arriver à créer un lien pour le temps qui me reste avec mes semblables. Quelque part arriver à sortir aussi du statut de consommateur, du discours des autres, pour arriver à celui qui produit, peut-être qui produit de l'incompréhensible, de l'intangible même, mais qui produit quelque chose. Je produis déjà du data, mais ce qui m'importe, c'est que aussi de produire du discours.
Et il est évident que je ne produis pas d'image parce que je ne cherche pas à focaliser sur ma propre personne. Je n'ai pas de, je ne produis, je ne fais pas de performance ni de je ne fais pas de performance ni non plus euh, autre chose qui pourrait lui ressembler. Je fais de l'oralité. Donc voilà. Parce que dans les conditions de ma vie actuelle, je suis privé d'oralité. J'imagine que beaucoup de personnes aujourd'hui sont privées de en dehors de ceux qui ne socialisent pas assez, ceux qui n'ont pas accès à une vie sociale bien riche, éprouvent la même chose. Pourquoi peut-être je m'isole? Parce que fondamentalement, j'ai des choses à régler que je n'arrive pas à régler. Je suis victime d'une sorte de mauvais positionnement entre deux cultures, entre deux manières de voir le monde. Je suis l'héritier d'une longue tradition de foi, de culture, de vision de la cité, de vision de l'homme, et j'ai hérité aussi d'une vision, d'une pensée qui ne lui est pas opposée, mais qui diffère un peu. C'est toujours dans la nuance, c'est toujours une histoire de nuance, jamais radicalement différent, c'est juste certaines nuances. Il y a par rapport à ce qui est le collectif, à ce qui est le nous, il y a toujours un petit problème pour gérer la part de soi et la part du nous, quelque part la part du jeu, la part de nous, la part de soi, la part des autres. Quelque part, il y a de ma part un excès de sociabilité, un excès de familiarité qui ne convient pas ensemble. Malgré un certain nombre d'années bien conséquents de présence en France, je n'arrive pas à trouver la bonne mesure pour savoir quel est mon territoire spécifique et quelles sont les choses que je dois, que je peux, comment dire, entreprendre, et ce qui est en fait le territoire de l'autre. Et aussi, d'où mon appel pour cette union, pour ce dépassement, pour même des fois cette transgression, puisqu'à un moment donné, il y a tellement de choses, il y a tellement comment dire, de pesanteur, il y a tellement comment dire, la filiation est tellement forte, la notion de fidélité, la notion de reconnaissance vis-à-vis d'un territoire, vis-à-vis d'un ensemble de gens identifiés nationalement, politiquement, etc., qu'on a du mal à sortir de soi, a du mal, et ça peut s'apparenter des fois à de la transgression. Quand j'affirme que je ne suis pas tout à fait dans la même façon que toi de voir les choses, je transgresse. Quand je transgresse, ça veut dire je m'exile, ça veut dire que je fais bande à part, que je m'isole, que je m'oppose. Mon idée n'est pas de m'opposer, mon idée est que juste d'affirmer le principe de l'unicité du genre humain. Il est évident que le genre humain m'importe plus qu'une culture, qu'une foi, qu'un pays, qu'une nation, qu'un drapeau, évidemment, un morceau de tissu que chacun colorie à sa guise. Ce qui m'importe, c'est le genre humain. D'ailleurs, je ne suis pas le seul dans cette comment dire, à avoir ce type de penchant. Beaucoup de gens le font énormément, sans chercher à tout prix de la reconnaissance énormément pour les autres. Se solidarisent, donnent de leur temps, de leur énergie, mettent leur vie en jeu. Beaucoup de gens sont pour venir en aide aux autres.
Et il est évident que ceux qu'on aide aujourd'hui n'ont qu'une idée, c'est de se débarrasser de notre aide. Mais ça, c'est un autre problème que je peux essayer de traiter ultérieurement. Voilà, j'ai essayé de parler un peu vite parce que pour essayer, malgré le fait que je n'ai pas de plan précis, donc j'ai essayé de parler de façon assez spontanée, et donc d'où certainement un risque d'incohérence dans mes propos. Et donc j'avais aussi peur de parler, d'aller, donc je garde une certaine prudence, mais évidemment le fait de ne pas m'exposer physiquement fait partie aussi de cette chose-là. Donc si j'affirme, je n'attaque personne en particulier, je ne spécifie pas, je ne nomme pas. Je parle globalement. Quand je dis je déteste le drapeau, c'est tous les drapeaux. Tout ce qui fait qu'on marche derrière, tout ce qui fait qu'on se lève, on dit je voue ma vie à ça. Non, ta vie vaut plus que ça. Ta vie vaut plus qu'un kilomètre carré de terre, quelques tonnes de pétrole ou quelques onces d'or. Ta vie beaucoup, beaucoup plus. Parce que tu n'as que cette vie-là. Et quelque part, on en a assez de nos propres soucis personnels, de nos incapacités, de nos défaillances, de nos insuffisances physiques. Nous avons assez de la nature déjà, qui est quelque part un adversaire. Et nous avons suffisamment d'adversaires pour nous retourner les uns contre les autres. Nous devons travailler pour nous unir. Évidemment, nous unir dans la joie, dans la compréhension, dans un accord parfait. Nous ne devons pas nous forcer, nous devons y aller de façon comment dire, de façon affirmée. Et voilà. Je finis juste sur cette histoire. J'ai entendu parler du Kosovo tout à l'heure. Le Kosovo est considéré par les Serbes comme une terre serbe. Il est évident que les Albanais ou les Kosovars qui demeurent ne sont en rien responsables de ce qui est arrivé aux Serbes face aux Ottomans. Quelque part, il y a, et ça je le laisse pour une autre fois, c'est juste pour soulever un point de friction. Certaines personnes se positionnent par rapport aux événements du passé pour se construire une identité, et une identité en opposition avec celle des autres, avec leur vis-à-vis, leurs voisins, et certains aussi persévèrent à revendiquer un héritage qui n'est pas traumatisant, mais qu'un héritage parce que leurs ancêtres ont été à un moment donné dominants, ont été conquérants, ont fait ça et ça et ça. Nous devons considérer le passé comme quelque chose qui est, non pas à rejeter, mais à mettre de côté. Nous ne devons pas nous déterminer par rapport aux événements du passé, mais par rapport à notre vie actuelle. Ce qui a été fait de bon, ce qui a été fait de négatif au positif, il appartient à ceux qui l'ont fait. Nous devons nous déterminer comme des êtres habitant un territoire par les hasards de l'histoire, migration, conquête, etc., déplacement. Mais si on a un rapport avec une terre en particulier, on aime cette terre-là, on aime sa rigueur, on aime aussi sa générosité, cette terre-là, nous ne sommes pas des possesseurs éternels. Nous le sommes appropriés et nous en sommes détenteurs. Nous sommes juste des gardiens. Nous en sommes les gardiens, les passeurs, pour la passer à d'autres. Nous devons nous considérer comme des passeurs.
la passerelle, les passeurs, voyez-vous, tous se rejoindre. Merci de votre écoute et à bientôt.